Allez, module 3, je pense que vous voyez bien là. Et module 4. Alors, il faut que je réouvre le chat et le truc. Hop là. Enfin, allez, module 4, portefeuille obligataire. Utiliser des outils d'actualisation et de calcul de risque obligataire. Étudier la notation d'une obligation. Évaluer le potentiel de création de valeur. Et sélectionner une obligation selon le couple rentabilité-risque. Les fondamentaux des obligations. Une obligation est un titre de créance. C'est pas une part d'entreprise. C'est ça la différence entre une action et une obligation. L'obligation, c'est une créance. Elle vaut créance envers un prestataire. Par un État, par exemple, ou une entreprise pour se financer. L'investisseur prête des fonds en échange du paiement régulier de ce que l'on appellera des coupons. On a les dividendes pour les actions, on a les coupons, c'est le terme, les coupons pour les obligations, et du remboursement au final, à l'échéance, du principal, l'argent que vous avez prêté. OK. Alors, il y a différents types d'obligations. Les obligations à taux fixe, dont le coupon est constant, donc la rémunération est constante sur toute la durée. Elle est sensible aux variations de taux d'intérêt, puisque on y reviendra. Donc ça, c'est le taux fixe. L'obligation à taux variable, le coupon est indexé au taux de référence. Généralement, c'est l'Euribor. C'est les fameux taux de change interbancaire dont vous avez un article qui traite de ce sujet, moins sensible aux hausses de taux, puisque indexé sur l'Euribor. On a les obligations zéro coupon. Il n'y a pas de coupon versé, on ne verse pas de dividendes, on ne verse pas de l'équivalent des dividendes. Par contre, l'investisseur est rémunéré par la différence entre le prix d'acquisition des côtés et le remboursement au pair. Ça veut dire que je vais faire un investissement, je vais donner, par exemple, je vais acheter sans obligation à 50 euros l'obligation. C'est une obligation dont le taux est variable, ou dont le taux est susceptible d'évoluer. Et donc, s'il y a une augmentation parce que le taux a augmenté et que la rémunération est meilleure, il y aura une plus grosse demande du titre qui aura donc pris de la valeur en termes de coût à l'unité, ce qui fait qu'au moment où je vends mes obligations, je fais une plus-value. Ensuite, on a les obligations convertibles. Bon, c'est pas compliqué, pour être converti en actions selon les conditions prédéfinies, combine caractéristiques obligataires et optionnelles vis-à-vis de l'option de convertibilité. Ensuite, on a les obligations indexées sur l'inflation. Coupon et ou principal indexé, donc il y a les deux possibilités sur l'inflation, donc toujours. Protection contre l'érosion monétaire, c'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de se protéger sur une baisse importante de la valeur de la monnaie avec laquelle vous travaillez. Ce qui signifie que derrière, ça vous permet de couvrir cette inflation, cette baisse de valeur. Voilà, tout simplement. Wissam, vous avez dit obligation zéro coupon, c'est quand il n'y a pas de coupon versé, donc en gros, on ne reçoit pas de dividende, rien du tout sur le truc. C'est juste comme on fait un achat et on revend, mettons, Une j'achète un action plus bitcoin, chère. demain je le revends plus cher, voilà. Et par contre, sur par exemple les obligations à taux fixe, quand on la revend, on récupère le prix, Le capital le prix versé. d'acquisition. Ouais, Ok, tout d'accord, simplement. Tout d'accord. simplement, oui, tout à fait. C'est un remboursement d'un emprunt final en ayant versé les intérêts. C'est pas comme un crédit où vous voyez, vous allez avoir tout au long du remboursement du crédit, il y aura une partie d'intérêt et une partie du capital. Là, en fait, on va vous rembourser uniquement les intérêts tout au long de la durée du coupon et on va ensuite vous rendre l'intégralité de votre capital d'une traite. Ok, ça marche. Notation et risque de crédit. Les agences de notation évaluent la capacité d'un émetteur à rembourser ses dettes. Cette notation est un critère déterminant dans la sélection obligataire. Et oui, pourquoi? Vous allez le comprendre. Parce que c'est ces notations qui font finalement le prix d'acquisition et le taux de rendement d'une obligation. Comme dans les actions, plus il y a de risques, plus on est susceptible de gagner. Moins il y a de risques, moins on est susceptible de gagner. Donc évidemment, si l'entreprise est en danger, là on est susceptible effectivement d'obtenir des taux très forts. Oui, c'est ça, c'est que on verse 100% du capital à maturité, donc au terme de la durée obligataire. Alors, les notations, c'est AAA, 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 enfin, vous avez compris, hein, vous les en même temps. Qualité maximale, risque quasi nul. État, par exemple, on a l'Allemagne, les États-Unis, et le rendement là-dessus, il est relativement faible. Donc, les États sont notés AA, AAA. On était AAA il y a très longtemps, on l'est plus, et pourtant on emprunte toujours. Très haute qualité, risque très faible toujours, puisque on a l'exemple de la France, des Pays-Bas. Le risque reste très faible parce que ça reste des États. Donc là, on est sur de la solvabilité, une solvabilité garantie d'une certaine façon, mais vis-à-vis des entreprises, on n'aura pas le même fonctionnement. Et A reste une haute qualité, risque faible, entreprise très solide, là aussi. Ok. Un État, il Ensuite, peut pas être A. ah si, bien sûr. Ok, Ah, et les États, ils peuvent tout être. une entreprise, elle peut être triple A. AAA, bien sûr. Ok, d'accord. Ouais, bien sûr.
D'ailleurs, on peut essayer de nous mettre la main dessus si on veut se jouer au jeu. Mais oui, une entreprise comme Google, franchement, mais elle émet pas d'obligations, c'est ça le problème. Donc, il n'y a aucun intérêt à la noter du point de vue des agences de notation. Donc, vous voyez là-haut, agence de notation, ici, on a retenu S&P et Moody's, qui sont deux agences de notation. Et d'ailleurs, S&P, c'est l'agence de notation qui a donné son nom au Standard & Poor's Composite, donc le S&P 500. OK. Pour les B, donc on a BB, BBA et en dessous. Donc là, c'est des valeurs spéculatives, high yield ou junk bonds, des rendements élevés mais risque de défaut important. Ça veut dire que là, risque de défaut important, c'est que l'entreprise elle est susceptible de couler. Elle a voulu prêter de l'argent parce qu'elle en a besoin pour se renflouer et remonter la machine. Mais effectivement, elle peut complètement passer à côté et ne pas vous rembourser le nominal ni même les coupons. Hein. Ça, il faut faire gaffe. Avec l'entreprise qui dépose de bilan, elle ne vous remboursera pas les coupons ni le nominal. Et il y a Fitch aussi en agence de notation, absolument. Fitch est une agence de notation. Il y en a plein d'autres en fait. Une agence de notation, c'est une boîte d'audit. Hein. KPMG, c'est une forme d'agence de notation parce qu'elle note les entreprises, elle donne des barèmes et elle les fournit à qui veut l'entendre dans le cadre d'audit, qui sont parfois obligatoires pour, par exemple, s'introduire en bourse. Vous avez l'obligation de faire un audit pour évaluer l'entreprise. Ensuite, on a des défauts de paiement constatés, c'est-à-dire que là, il y a déjà eu des problèmes de paiement. Ça, c'est la dernière note possible. Pour autant, cela, pareil, on est sur du spéculatif pur jus. Là, par contre, on sait qu'il y a de très très gros risques de défaut. Alors après, lorsque vous prêtez à ce genre d'entreprise, il y a des clauses qui sont mises en place et qui disent, par exemple, en cas de dépôt de bilan de la part de la boîte, je vais lui confier, je sais pas, 10 millions d'euros, parce que évidemment là c'est des montants costauds, considérables, mais je vais lui prêter 10 millions d'euros si la boîte dépose le bilan. Automatiquement, je suis propriétaire, par exemple, des machines-outils de l'usine, ou je suis propriétaire de l'usine, ou je récupère la marque. Ce qui veut dire que j'ai garanti d'une certaine façon la rentabilité de mon investissement. Soit je récupère les fameux bons, pardon, soit je récupère les fameux coupons, soit je récupère des outils de production. Outils d'évaluation et de risque. Donc le rendement actuariel, c'est le seul endroit où vous lirez ce mot-là. Yield to maturity. Donc le rendement actuariel est le taux d'actualisation qui égalise la valeur actuelle des flux futurs, coupons plus rendement, donc ça on les calcule au moment de la souscription, avec le prix de marché de l'obligation. C'est le taux de rendement réel si l'obligation est conservée jusqu'à son échéance. Donc ça, on doit pouvoir le déterminer au moment où on souscrit pour savoir où est-ce qu'on va. Ensuite, il y a la duration. La duration de Mercolet mesure la sensibilité du prix d'une obligation aux variations des taux d'intérêt. Ça, c'est vraiment lié au taux d'intérêt. Elle représente la durée de vie moyenne pondérée des flux financiers. Duration élevée égale forte sensibilité au taux, égale risque plus élevé en cas de hausse des taux. Donc, si on a une hausse des taux, forcément, la duration va augmenter, donc la sensibilité va augmenter, et donc il y a un risque de mettre en danger l'entreprise, et en plus de rendre inintéressant votre placement, parce que quand vous avez investi dans une obligation, et qu'à côté de ça, vous avez des taux directeurs qui évoluent à la hausse et qui dépassent le coût de l'obligation, ou enfin, du moins, sont toujours, ouais, enfin, en clair, qui deviennent moins intéressants par rapport à de l'obligation d'État. Du coup, forcément, ça devient moins intéressant d'investir. Et là, vous risquez d'avoir l'inverse, c'est-à-dire que quand on prendra le prix du marché de l'obligation, il aura diminué. Et là, vous risqueriez de perdre sur la valeur du capital initial. Exemple, une duration modifiée de 5 signifie que si le taux monte à 1%, le prix de l'obligation baisse, lui, de 5%. Donc, en fait, vous allez avoir un effet de levier qui va s'inverser à votre détriment. Est-ce que c'est clair? Non. C'est lui qui m'intéresse, duration. Hein. Moi, j'ai une question du coup. La duration, c'est pas compris. Vous Alors, je vais m'entendez? vous faire... Pardon? Oui, Vous oui, je vous entends, m'entendez? Mathieu. Du Ouais, coup, ouais, j'ai une très bien. petite question. Bien sûr. Imaginons, on a acheté l'obligation à taux de rendement 2 à 3%, on va dire. Oui, 2%. 2%. Et Ça veut dire que le que, taux directeur, il a 0,8 ou il est à 1%. et que le taux Directeur de de la Banque directeur, Centrale Européenne, par exemple. il monte à 2%, le taux Voilà. directeur. Nous, on a acheté Donc l'obligation. du coup, il n'y a plus personne qui veut de cette obligation. On n'est pas d'accord. Ouais, mais nous, on avait déjà acheté cette obligation à On l'a 2%, déjà à acheté. 2%. On Donc, l'a en acheté vrai, en disant, j'ai acheté cette obligation en disant, dans 5 ans, j'aurai tel cours et mon obligation, le titre de l'obligation vaudra telle somme. Ça, c'est l'offre et la demande, on est d'accord. Maintenant, Mhm. imaginez qu'il y a une augmentation du taux directeur de la Banque centrale. Qui va vouloir acheter de l'obligation encore? Ou en tout cas, non, c'est pas ça le sujet. Il y a de la concurrence sur le Oui, en marché fait, obligataire. le taux, il augmente. Du coup, les autres obligations, ils montent. Cela, à 2%, il est plus intéressant. Personne l'achète. Et voilà, personne n'en veut, donc vous n'avez plus de contrepartie, le cours baisse.
Le Ça, c'est cours si de, vous voulez le la vendre au cours de cours de route, hein. l'obligation, il baisse, mais nous, on l'a acheté à 2%. Donc, en fait, c'est ça que je comprends pas. Si Non, on nous, l'a on a acheté à acheté. Non, non, 2%, non, 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 non. Nous, on a acheté une obligation à 50 euros avec un bon annuel de 2%. mhm, Mon taux de la BCE, mon taux directeur, passe à 2%. Donc, les prochaines obligations qui vont arriver, elles seront, par exemple, à 3% de rentabilité. voilà. Et du coup, ceux qui sont Donc, à 2%. Mais l'entreprise, elle reste redevable les 2% que nous, on a investi. oui, les Enfin, 2%, ils restent. Mais oui, oui, les 2% continuent, bien sûr. Le contrat, il a été signé pour 2% de rentabilité. par exemple, on l'a pris Mais sur un c'est an, on est l'attrait obligé pour de cette garder un obligation. an. C'est un an, ouais, les obligations. Mais l'attrait de cette obligation est susceptible de diminuer. Donc, en cours de route, si je décide de vendre, je dois recalculer le rendement actuariel qui va définir maintenant à combien, avec cette augmentation de taux, euh, à combien qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer comme remboursement. Hmm. Ah Pas bon? très clair, hein. Non? On va refaire un exemple. Je vais vous trouver d'autres exemples. Convexité, donc ça on le garde. Duration, je savais que ça allait être un nœud, donc laissez-le de côté, on y revient après. Convexité, la convexité mesure la courbe de la relation entre le prix et le rendement. Elle corrige l'approximation linéaire donnée par la duration. Une convexité élevée est favorable à l'investisseur. Les gains lors d'une baisse des taux sont plus importants que les pertes lors d'une hausse de même ampleur. Donc ça, vous l'avez compris, c'est ce qu'on a vu juste avant. Les gains lors d'une baisse des taux sont plus importants. On gagne beaucoup plus sur une baisse des taux que les pertes que l'on va avoir sur une hausse des taux de la même ampleur. C'est-à-dire que si je passe de 2% à 1%, donc le taux directeur baisse, mon obligation va baisser. Là, je vais avoir un rendement supérieur à ce qui se fait en général, et en plus, mon titre va être intéressant. Donc là, je vais gagner doublement plus. Enfin, doublement, j'en sais rien, mais je vais gagner plus. Vous y êtes? Parce que là, du coup, Ouais. je gagne sur le fait que mon titre me rémunère des coupons supérieurs à la normale. Et en plus, mon titre est attrayant. Donc, il prend de la valeur. Je l'ai acheté 50 euros le titre, je pourrais le vendre 70 euros le titre. Donc, je gagne encore plus. Du coup, ils peuvent pas, si on a acheté par exemple à 3%, Hmm. au cours de l'année, ils peuvent pas baisser Ah non, non, le c'est un taux de contrat. rendement. Ah non, non, c'est un contrat qui est immuable. Voilà, donc même dans le Ah cas de non. duration, ils peuvent pas monter ou baisser. On est bien Non, la d'accord. duration, elle dit pas, elle dit qu'elle mesure le prix d'une obligation par rapport aux variations de taux. Elle dit pas que c'est la duration qui fait la hausse ou la baisse. La duration, elle est bonne c'est une méthode de calcul. Mais Oui, cette nous, méthode de calcul, elle vous dit qu'on a une duration élevée avec une forte sensibilité au taux, ça veut dire qu'on a un risque plus élevé en cas de hausse des taux. Et inversement, la duration modifiée, elle, c'est une duration de Macaulay, donc comme on l'a vu, elle voudra dire qu'on est à 1 plus rendement actuariel, c'est-à-dire variation en pourcentage du prix pour une variation de 1% des taux. En clair, ce qu'on est en train de vous dire, c'est cette phrase-là qu'il faut retenir. Une duration modifiée de 5 signifie que si le taux monte de 1%, c'est pas possible, hein, un taux qui monte de 1%, on n'a jamais fait une hausse de. Les hausses et les baisses, c'est des quarts de point, hein. Mais sur l'année, par exemple, on a 4 baisses consécutives, 4 hausses consécutives dans la même année, alors le prix de l'obligation va, lui, baisser d'environ 5%. Mais ça, c'est le prix intrinsèque lié à votre action. Parce que quand vous achetez une action, quand vous achetez une obligation, c'est comme une action. Elle a un prix, cette obligation. Et en fait, ce prix d'obligation, il évolue en fonction du taux directeur de la Banque centrale. Si ce prix d'obligation augmente, ça veut dire qu'il y a une forte demande. Ça veut dire que vraisemblablement, les taux directeurs ont baissé. Si inversement, on a acheté à 50 euros avec 2% de rentabilité et que les taux directeurs des banques centrales augmentent, alors toutes les nouvelles obligations vont elles aussi augmenter, ce qui fait que votre obligation va être moins rentable que ce qu'elle ne pourrait l'être avec les nouvelles actions. Et en contrepartie, il y a moins d'intérêt, donc moins d'acheteurs de cette obligation sur le marché, puisqu'elle est moins rentable. Donc vous perdez sur le nominal et vous perdez aussi parce que vous restez sur un taux à 2 alors que les nouveaux taux sont à 3 par exemple. mais dans tous les cas, nous, on récupère notre investissement initial. On est Pas bien toujours. d'accord. Non, pas toujours. Pas toujours. Ça dépendra justement de la duration, de votre calcul de duration. Oui, comment on achète une obligation? On peut l'acheter comme on achète un contrat futur, par exemple, sur un marché normal, sur une plateforme de trading? Non, 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 non. Vous allez acheter une obligation, par exemple, par l'intermédiaire de votre banque. D'accord. Donc du coup, la banque, elle sait. Est-ce qu'on peut voir le prix de l'obligation sous forme de courbe, par exemple? Bien sûr. Et sur cette courbe, du coup, il y a juste le prix d'achat de l'obligation, mais il n'y a pas le prix, il y a pas le rendement. Le rendement, il n'est pas sur la courbe. Si, on peut ajouter le rendement sur la courbe. Alors du coup, Je vais essayer de voir ça. c'est fongible une obligation, c'est-à-dire que quand je l'achète, je peux la revendre n'importe quand et il y a quelqu'un qui va l'acheter.
oui, on peut la revendre. Peu, Mais on l'a vu, ça, peu juste avant. importe. En fait, le fait, c'est juste Regardez, que c'est il y a fongible. différents Du types coup, d'obligations. Si je ouais, suis sur un taux variable, ça veut dire que mon titre est sensible aux hausses de taux. Donc, j'ai fait le choix d'un taux variable. Mais si maintenant je fais le choix d'un taux fixe, là, le taux fixe, il bouge pas. Donc, sensible aux variations de taux d'intérêt par rapport au cours. C'est pas le coupon qui va y être sensible, c'est le cours de la valeur, le cours de l'obligation. ouais, je comprends. Mais du coup, en gros, c'est que, par exemple, mettons là, j'achète un contrat futur à 1 euro et demain, le cours du contrat futur, il est à 2 euros. Donc, du coup, je me fais 1 euro si je le revends. Par contre, sur les obligations, du coup, si j'achète maintenant, quand je vais revendre, en fait, je vais pas revendre cette obligation-là. Je vais revendre, en gros, comment dire, mon obligation, elle rejoint Un le coupon. stock de toutes les obligations, en gros. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'elle vaut moins cher. Il n'y a pas quelqu'un qui veut cette obligation à 2% qui pue la merde. Oui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Mais encore une fois, ça dépend du choix que vous avez fait au départ par rapport au coupon. Et ça, par exemple, si on voit obligation à taux fixe, obligation à taux variable, etc., l'obligation à taux fixe, c'est pas la même courbe que l'obligation à taux variable. On a deux Non, courbes différentes pour chaque type d'obligation, quoi. tout à fait. Ok. Donc là, vous allez sur Boursorama Bank et vous avez le palmarès des obligations négociables sur Boursorama Bank, par exemple. Et vous avez du Crédit Agricole à 1,2, vous avez aussi du Crédit Agricole à 2,5, vous avez du French Republic à 3,25, à 3,50, vous avez du French Republic à 5,50 et vous avez du French Republic à 5,75, avec des dates d'échéance différentes. Je vous le montre? Allez-y. Et du coup, plus le rendement il est élevé et plus c'est risqué, en gros, c'est ça. Oui, oui, complètement, oui. Par exemple, techniquement, celui à 3,75 dont vous avez parlé, il a quoi de plus risqué que celui à 2%? Ah non, 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 c'est que les dates d'échéance ne sont pas les mêmes. Le 3,25, c'était une échéance 25-04-26. Le 5,50, c'est 25-04-29. Le 5,75, c'est 25-10-32. Ok, ouais, donc c'est en gros, plus le rendement il est élevé, plus c'est long, et du coup, plus c'est Aussi. long et plus il y a de l'incertitude sur comment les taux vont affecter le cours, en fait, c'est ça le truc. Voilà. Donc du coup, dans duration, il y a quand même une notion de durée, finalement. Ah oui, ça porte bien son D'accord. nom. Ça porte bien son nom. Donc, vous voyez, là, ici, on a l'illustration que je viens de vous donner. Hop, on a Crédit Agricole avec les dates d'échéance. Prix d'émission 100%, 96. Bon, ça, on la limite, on s'en fiche. Et le taux actuariel, c'est lui. Et le taux nominal, c'est lui. Vous voyez, donc on a démarré avec un taux à... il est où, lui? On a démarré avec un taux à 3,50, le nominal. Actuariel, donc actualisé, il est à 0,34. OK? La duration est de 0,06. Et l'échéance, elle est à la fin du mois. Donc forcément, une échéance aussi proche, elle peut plus être à 3,5. Donc si on va voir ensuite à l'intérieur de... alors on va prendre French Republic. Non, je préférais qu'on aille prendre un Crédit Agricole. Donc je prends Crédit Agricole à 3,2. C'est pour l'échéance de novembre 2032. Donc je clique dessus. Attendez, parce que j'ai l'impression d'être sur le cours de l'action. Non, vous êtes bien sur le cours de l'obligation. Où est-ce que vous l'avez vu ça? Bah, en haut, c'est marqué Crédit Agricole à 3,2%, 0,232. Ah Enfin, ouais, autant pour 0,21132. moi. Autant pour moi, autant pour moi. Donc là, vous voyez ici, on va pouvoir agrandir du coup le graphique si j'y arrive. Voilà. Et là, vous voyez l'évolution du cours de cette de cette obligation. Ok, donc vous voyez que par exemple le 17,04, allez, quand elle a été émise le 2,04, on était à 96, et ensuite on a évolué à la hausse, on est allé chercher 101 parce qu'il y avait une grosse demande et que le taux était intéressant par rapport a priori à la baisse des taux qu'on a eu l'année dernière. Et là, ben, vu qu'il y a eu le conflit, etc., ben là c'est reparti à la baisse de plus belle. Du coup, là, si on rachète à 96, imaginons on achète 10 actions, 10 obligations à 96 euros. Oui. On doit Là, attendre, là, on va dire, jusqu'à 2032. on n'est pas obligé, non, on peut trouver une contrepartie. Mais le but, c'est d'attendre 2032 pour avoir un rendement de 3,2. Mais moi, ce qui Et m'intéressait là, c'était, dites-moi, si on vend entre-temps, imaginons on vend dans un an, on récupère pas les 3,2% si, par an, courus. oui, c'est 3,2% par an. Hein. Donc, si Ok. vous la gardez un an, vous gardez vos 3,2% Mais par si an. on garde 6 mois, on récupère rien. Pas de La coupon. moitié. Si. Ah, si on récupère Si. même, Oui, ouais, oui, ouais, c'est pas, oui, bien sûr. c'est mensuel, quoi, C'est carrément. ça. Donc, du coup, le but, en fait, Mais c'est comme n'importe quel actif, c'est d'acheter du coup quand le prix est bas, donc quand les taux sont très hauts, et de revendre quand le prix est haut, donc quand les taux sont très bas finalement. Non, parce que si les taux, oui, 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 d'une certaine façon. En fait, vous voyez, quand on a fait les actions, on en a parlé. Quand on a fait, pardon, la gestion du portefeuille, on en a parlé.
dans des situations d'augmentation de taux, qu'est-ce que tout le monde va faire, puisque ce sont des cycles Acheter économiques, des obligations. acheter des obligations. Donc, à partir du moment où on est plus favorable à un marché obligataire qu'à un marché actionnariat, d'actionnaires, forcément, la rentabilité, on va la trouver sur le marché action. Sur le marché action ou sur le marché Le obligation? marché obligataire, pardon. Non, attends. Mais Ouais, du pourtant, coup, quand Et les taux montent, délaisser ça les fait actions. baisser le prix de l'obligation quand les taux montent. Quand les taux montent, ça fait baisser le prix de l'obligation. Non, ça fait L'ancienne monter. obligation, pas les nouvelles. Oui. Ouais, non, ouais, c'est ça, ok. Eh oui. Du coup, Donc, ah quand non, il y a c'est une rotation sectorielle, qu'on délaisse les actions au profit des obligations, c'est là qu'il faut investir dans le marché obligataire, avec des horizons de temps raisonnables, parce que si la hausse des taux se poursuit, forcément, ce que je détiens aujourd'hui perdra de la valeur au regard de ce que je pourrais acheter demain. et Donc là, du il faut coup, avoir du nez. là, dans le cadre de Crédit Agricole à 3,2%, Mhm. ils peuvent baisser leur taux, par exemple, de cette obligation si on l'achète à 3,2. On a un Si c'est un contrat. taux, si c'est un taux variable, oui. Si ce n'est pas un taux variable, non. Mais le taux variable, il est favorable aussi bien à la hausse qu'à la baisse, hein. Le Ouais. taux variera aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc, ce serait plus judicieux d'acheter des obligations à taux fixe, quoi. Ça dépend. Ça dépend des obligations. Ça dépend des obligations, du projet, de la durée. Ça dépend de pas mal de facteurs, hein. si on devait essayer de timer le meilleur moment pour acheter et pour vendre une obligation, le meilleur moment pour acheter, c'est quand les taux sont au plus haut, c'est ça? Et le meilleur moment pour la vente, c'est quand les taux sont au plus bas. D'une certaine manière, oui. Ok, En fait, ok. une baisse de taux va énormément impacter la duration. Mais du coup, il faut Mm. garder l'obligation qu'on a achetée quand les taux étaient hauts jusqu'à ce que les taux soient bas, quoi, globalement. D'une Et ensuite, certaine une fois façon, qu'ils oui. sont bas, ouais, ok, d'accord. Oui, parce que là, vous avez signé un taux fixe à 4%. Vous êtes le seul à posséder, enfin le seul. Il y aura beaucoup de titres qui seront dans des proportions comme celle-là. Mais ceux qui voudront des rendements à 4%, puisque quand on est en phase de baisse des taux, on est en phase de reprise économique, mais la reprise économique, elle n'est pas actée encore. Donc celui Ok, qui a du cash, beaucoup de cash, ce qui l'intéresse lui, c'est d'acheter une obligation plus chère avec un rendement plus haut. Donc ouais, il acceptera de la payer plus cher. ok. Parce que le marché action, il n'est pas encore stable. Hmm. Et du coup, ça va être. En fait, je vois pas comment est-ce que ça va. Où est-ce que ça va se vendre, du coup, cette obligation à 4%, vu que les nouvelles obligations, ils sont, disons, à 2%. Par exemple, parce qu'il n'y a pas de disponibilité, parce que le prix est trop élevé, pas de raison, hein. Non, mais Parce que ma question. votre taux, le taux directeur de la Banque centrale a augmenté. On est d'accord. Mhm. Ce qui fait que votre taux à vous, il est trop bas par rapport au coût réel. Que fait votre action? Que fait votre obligation pendant le cours de l'obligation? Il baisse. Oui. Donc, proportionnellement au coût d'acquisition après la baisse et la rentabilité qui est en face, ça reste intéressant. C'est vous qui n'êtes plus intéressant. C'est votre achat à vous qui n'est plus intéressant. Mais celui qui l'achètera après vous, qui vous l'achètera à vous, vous l'avez payé par exemple 20 € l'action, l'obligation. Vous la payez 20 € l'obligation avec un taux de 2%. Les obligations suivantes, elles passent à 3%. Et 3% avec un coût d'obligation à 30 euros. La vôtre, elle passe à 10 ou 15 euros. Donc, quand celui qui vient l'acheter à 10 ou 15 euros l'action, l'obligation, pardon, il a un rendement de 2%, il est content, lui. C'est vous qui êtes en perte, pas celui qui va vous l'acheter. En fait, Vous voyez ou pas? je crois que ce qu'il comprend pas, c'est, et puis même moi, je suis pas tout à fait sûr de comprendre, c'est comme je disais tout à l'heure, on peut pas en fait, on choisit pas quelle obligation on vend, on prend celle qu'il y a sur le marché, et celle qu'il y a sur le marché, en fait, c'est combiné de toutes les Ah obligations de non, tous les ah gens en non, même temps, quoi. regardez. Là, je choisis, je veux L à 1,4, je veux L à. Ah non, oui, vous êtes toujours. Je veux L à 1,4, je veux L à 1,15, je veux L à 1,2, c'est vous qui décidez là. Ah ouais, mais ça, par contre, mettons que moi, j'en veux une à 1,25 parce que le Et mec, il a regardez la décidé différence de. de cours. Regardez la différence de cours. Ouais, ouais. Là, on est à 1,2 avec une échéance 2027. Elle est plus chère qu'à 1,15 à échéance 2029. Par contre, Ouais. elle, échéance 2028 à 1,14, elle est moins chère, elle est plus chère que celle à 1,15, mais elle est moins chère que celle à 1,2. Hmm. Mais c'est proportionnel au cours, donc s'il y en a un qui l'a Non, vendu à un moment donné ah ouais, non, ok, d'accord, ouais, non, on non, choisit c'est pas, celui c'est qui les a. taux qui sont Non, c'est fixes. pas vous. Ah non. Ok, d'accord, ok, c'est bon, je comprends mieux. Ok. De toute façon, on va refaire des exemples là-dessus, hein. On va devoir en manger quelques-uns. Ok, je vous repartage le cours et on continue. Donc n'oubliez pas, il y a tous ces types d'obligations, hein. Et quand on est devant le tableau qu'on regardait il y a 2 minutes, on a tous ces types d'obligations devant nous, donc on ne sait pas trop où on va. Il faut aller chercher l'info peut-être. Après, il y a vanetterie, donc la valeur actuelle nette, valeur actuelle nette, actualise l'ensemble des flux futurs des obligations au taux d'actualisation choisi. Si la valeur actuelle nette est positive, l'investissement est créateur de valeur. Le taux de rendement interne, TRI,
Et le taux qui annule la vanne, c'est le rendement actuel dans le cas obligataire. Actuariel, pardon, dans le cas obligataire. On va se laisser ça de côté, on en reparlera lorsqu'on fera les exercices. Exercice 4.1, analyse obligataire. Là, vous allez commencer à comprendre. Obligation A, émetteur corporate, c'est une entreprise, notée BBB, maturité 5 ans, donc c'est pour 5 ans, coupon 4,5% par an, prix 98,5 euros. On a l'obligation B, c'est une obligation d'État, donc pas corporate, d'État, notée AA, maturité 10 ans, coupon 2,8, prix 102. Calculer le spread de crédit approximatif entre les deux obligations. Alors, le spread de crédit, c'est le rendement actuariel de l'obligation A. Le rendement actuariel de l'obligation A est approximativement de 4,5 plus 100 moins 98,5 divisé par 5. Est-ce que vous l'avez ça? Le spread, celui de l'obligation B est approximativement de 2,8. 2,8, donc c'est le même truc, moins 102, moins 100, divisé par 10, c'est la durée, et ça donne 101, divisé par 101, 101, c'est ça les kicks. Alors, limite, les 100, eux, on garde toujours les mêmes, mais les 101 et les 99, 25, ce doit être. On Bon, dirait on y que c'est reviendra. le prix, on dirait que c'est le prix d'achat plus la différence entre 100 et le prix d'achat. 100 et le prix d'achat, c'est 98,5 le prix d'achat. Ah oui, bah non, je dis de la merde. Ah ouais, je vois pas les. Non. Là, il manque 0,75. Les 0,75, je les ai pas là. Laissez-moi un petit peu de temps, je reviens dessus tout à l'heure. Ensuite, on va vous demander de quelle obligation a la duration la plus élevée. Quelles sont les conséquences? Donc, la duration de l'obligation B est une duration plus élevée car sa maturité est de 10 ans vs 5 ans pour l'obligation A. La duration plus élevée signifie une sensibilité plus forte au mouvement de taux. Donc, à partir du moment où la durée est supérieure, alors la duration de la durée supérieure sera forcément supérieure à cause de la sensibilité plus forte au mouvement de taux. Ça, vous l'avez? Allô? Moi, oui, perso. Je crois que j'étais plus en live. Ok. Ensuite, dans un contexte de hausse des taux de 1%, quelle obligation prendra le plus de valeur et pourquoi? Dans un contexte de hausse des taux de 1%, entre l'obligation A et l'obligation B. Donc là, on a l'explication. En cas de hausse des taux de plus 1%, l'obligation B ayant une duration plus élevée, donc plus sensible par sa durée à variation de taux, perdra davantage de valeur en pourcentage. Par exemple, une duration modifiée d'environ 8, sa valeur baisse d'environ 8%. L'obligation A avec une duration modifiée d'environ 4 ne perdra qu'environ 4%. Est-ce que ça c'est clair du coup? On perdra cette valeur-là sur combien de temps? Sur un an? Non, tout de suite, sur la baisse du taux, sur l'augmentation de taux. D'accord, ok. Un peu comme quand on verse les dividendes, tout de suite le cours est réduit. Ça c'est Ok. mécanique, c'est pas l'impulsion de quoi que ce soit. Ça roule? Alors, du coup, vis-à-vis de ce sujet-là, alors laissez-moi une seconde, je vais revenir dessus et je vous reprends. Ouais, j'y suis. En fait, c'est la durée qui va être qui va changer la donne. C'est-à-dire qu'en fait, alors je vous explique. Vous êtes tous avec moi? Euh, Ici, on est sur un exemple qui dure 5 ans. Et d'accord, hein, l'entreprise A, c'est 5 ans. Ce qui va faire au total 4,8% de moyenne par an. Vous me suivez? Parce que le coût de l'obligation à la fin, il est là. Donc on aura en gros 4,8% par an, alors qu'on a démarré avec 4,5% par an avec la hausse du coût de l'obligation. Est-ce que vous y êtes? Et comment on sait qu'il sera là le prix? Il peut très bien baisser, le prix de l'obligation. Parce qu'en fait, on est sur le calcul du taux actuariel. C'est approximatif, mais on évalue au moment de la souscription un taux actuariel qui viendra plus tard, sans aucune précision effectivement sur l'évolution du cours, etc. Vous êtes d'accord? Ouais, mais du coup, ce prix de fin là, qui est à 99,25, il faudrait qu'il soit noté dans l'énoncé, non? Ou alors faut le calculer? Non, 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 on S'il peut le faut calculer, calculer. Ah comment? non, non, on peut le calculer. Il est là. Euh, Rendement actuariel. Le rendement Ouais. actuariel est le taux d'actualisation qui égalise la valeur actuelle des flux futurs, coupon, plus remboursement. Mhm. C'est-à-dire qu'au total, on va définir un cours qui intégrera les coupons.
Non, je comprends, mais de toute façon, ça, l'énoncé de l'exercice, c'est calculer le rendement actuariel. Mais le rendement actuariel, du coup, qu'on calcule là, il est de 4,8. Mais comment on arrive à trouver 99,25? Eh bien, vous l'avez fait le calcul? Non? Alors, il y a les parenthèses, hein, n'oubliez pas les parenthèses. Mais je crois que le 99,25, c'est ce qui est avant. Est-ce que ça serait pas 4,5 plus, entre parenthèses, 108 moins machin? Non, pas Ah non, 108. bah non, 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 100, je voulais Non, dire 100, mais 100 non. moins Ah, si. 98. Euh, Non, c'est bien 100 moins 98,5. Donc hum, ça fait ça. 100. Ça fait 1,5. 100 100. moins, enfin, ça à la limite, c'était pas utile. Donc en clair, la division Il faut par pas 5, multiplier par 5 au lieu de diviser. Vu que c'est l'échéance à 5 ans, on non? aura 4 plus 4,5% plus, du coup, 100 moins, ça fait 1,5. Non, multiplié par 5, peut-être, non? Donc si on fait cette opération-là, on tombe sur 4,8. Donc on les a déjà ici, les 4,8. Si on fait cette opération-là, en respectant les parenthèses, c'est-à-dire qu'on fait 100 moins 98,5, ça fait 1,5. Divisé par 5, ça fait 0,3. Plus 4,5, c'est ce qu'a écrit Hassen. Pétard Hassen, on vous entend pas, mais... Donc ça fait 4,8. En fait, sans ça, là, on obtient 4,8 en faisant cette opération-là. D'accord? Les 99,25, je vais vous les sortir dans 2 secondes, laissez-moi 2 secondes. Ici, si on refait le même calcul, donc 2,8, pareil, en laissant les 101 de côté. Donc si on fait 102 moins 100, ça fait 2. Divisé par 10, ça fait 0,2. 2,8 moins 0,2, ça fait bien 2,6. Vous êtes d'accord? Donc en fait, j'ai pas besoin, cette division-là, elle est de trop, mais on va trouver la raison de ce truc-là. Pour autant, en faisant juste ce calcul-là, parce qu'en fait, le calcul du spread de crédit, c'est juste comparer l'un et l'autre de taux. Sauf que là, on doit les actualiser par rapport à leur durée respective, ce ne sont pas les mêmes. Si on avait 5 ans et 5 ans, on compare les deux et on fait l'un moins l'autre, on obtient le spread de crédit. Alors qu'ici, vu que c'est pas la même durée, on doit faire un calcul faire un calcul supplémentaire. Alors, laissez-moi juste 2 secondes. Le chiffre là, c'est 99,25, c'est la moyenne entre 98,5 et 100. Et en dessous, pareil, 101, c'est la moyenne entre 102 et 100. Mais je sais pas exactement, effectivement, qu'est-ce que ça va faire là, quoi. Je vais vous le dire. C'est le prix, c'est le prix moyen une fois qu'on a actualisé. Ah, attendez. Oui, effectivement. Effectivement, si on prend, comme le calcul est présenté, si on prend ça et qu'on le divise par ce calcul-là, on obtient 4,8%. Pardon, on obtient 0,0048, ce qui est faux, parce que du coup, après, il faut faire x100. Donc, en fait, ce qui pourrait avoir manqué ici, c'est juste d'ajouter multiplié par 100. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, à quoi à quoi ça sert du coup de faire la moyenne entre le nominal Mais ce qui et me gêne, en fait, c'est que lui, on ne l'a pas calculé. Donc, il nous le pond un peu comme ça, lui. Alors, ce que ça sert, c'est de dire, voilà ce que je pourrais viser comme objectif. Quelle est la différence de rendement entre l'un et l'autre? Ça, c'est pour faire un choix entre 2 opportunités d'obligation. Celle-là me rapporterait tant, celle-là me rapporterait tant. C'est Non, ça, je simplement la comprends très bien. différence. Je comprends très bien ça. Non, je parlais de le 99,25. C'est du coup la moyenne entre 100 et 98,5. Mais pourquoi on met cette moyenne-là? Pourquoi on se contente pas juste de 98, enfin 100 moins 98,5? Pourquoi on va mettre cette moyenne-là entre les deux? Pourquoi vous dites cette moyenne? Je ne suis pas là. Parce que 100 plus 98,5, entre parenthèses, le tout divisé par 2, ça fait 99,25. Donc Redites, c'est redites, je suis pas, excusez-moi. Non, non, là, redites-moi. vous voyez dans le calcul, vous avez 4,5 plus 100 moins 98,5. Oui, Si vous prenez 100 et 98,5 et que vous les additionnez et qu'ensuite vous divisez le résultat par 2, vous avez la moyenne entre ces deux chiffres. ok. La moyenne entre 100 et Qui est de 98,5. 99,25. Voilà, exactement, cette moyenne est de 99,25. Donc ça, en général, ça sert pour faire des approximations. Mais du coup, là, je vois pas pourquoi on met une moyenne comme ça au milieu, quoi. Non, vous n'y êtes pas. Ça, c'est le cours auquel vous avez à voir votre obligation ajouter du rendement. C'est-à-dire qu'à l'échéance, votre obligation vaut 99,25 et plus 98,5. Et vous savez comment ça? Mais justement, grâce à ça. Donc, ouais, mais si vous faites 98,5 et que vous rajoutez 4,8% de 98,5 à 98,5, ça fait pas 99,25. Ça fait C'est plus. pas ça qu'on a dit. Non, ça, Bah, je comprends pas. c'est votre cours d'action
actuariel. Ok. C'est-à-dire que si on fait 4,25, j'ai compris ce que vous voulez dire. Si on fait 4,25 fois 5, on n'obtient pas 99,25. Ça, vous voulez dire? Non. Enfin, je sais Alors, pas. dites-moi alors ce que vous voulez dire. Vous me dites que c'est qu'on a 99,25 en ajoutant le pourcentage, le 4,8 là, Oui, au prix d'achat de base de l'action, qui est oui, donc de oui. 98,5. Sauf que si vous faites 98,5 plus 4,8%, ça vous fait pas 99,25, ça fait plus. Je crois, je vais vérifier, mais je crois hein, que ça fait plus. Ah oui, ça fait plus, puisque du coup, on va augmenter 4,25. Donc, puisqu'on est à peu près à 100, on va Ouais, augmenter 4,50 par même Ça 4,8 fait à peut-être. peu près 103. Ouais. 103 et En quelques. fait, voilà. ce qu'on a comme augmentation, c'est la différence entre 4,5 et 4,8. C'est Donc les 0,3%. 0,3 qui sont ici. Donc, Et si on ben fait 98, comment? ça, je l'ai calculé aussi tout à l'heure, et pareil, c'est pas bon non plus. C'est 98,5, c'est ça, ouais, c'est ça. 98,5 plus 0,3%, ça fait 98,7. 98,8 en fait. Donc, 100, c'est la quantité remboursée. C'est-à-dire qu'on a 100% de ce qui doit être remboursé. Donc, si on fait 98,5 plus 100, ce qu'on a fait, ou moins 100, parce que du coup, ici, on a fait moins 100, on a tenu un peu là. Et qu'ensuite, on le divise par 2, on obtient 99,25. Ça, c'est la méthode de calcul du coût moyen d'une obligation. C'est pas une donnée fixe, c'est une donnée du point de vue actuariel. C'est la méthode de calcul du prix moyen d'une obligation. Ok, ça marche. Okay, donc, on part de 98,5. On soustrait ou on ajoute 100. On soustrait 100, on obtient le résultat et on le divise ensuite par le résultat qu'on a là. Donc lui, à la limite, ça, on va le laisser de côté pour le moment. Donc ce qu'il faut retenir réellement, effectivement, je crois que c'était ici, on avait eu donc 4,8 divisé. Donc 4,8, c'est ce qu'on obtient en faisant ce calcul-là. Que l'on divise par 99,25, ça c'est la moyenne actuarielle. Parce que là, on l'a pas mis dans le détail. C'est la moyenne actuarielle. Donc si on fait 100 plus 98,5 divisé par 2, on obtient effectivement 99,25. C'est bien ça, hein, Mathéo. Ouais, ouais, c'était ça, exactement. Donc ça, c'est le prix moyen de l'obligation. Ensuite, on le multiplie par 100 parce qu'on obtient 0,0048 et là, on obtient 4,48. Ça, c'est le Ça, c'est le rendement actuariel de l'obligation A, qui est approximativement, comme on vous le dit, et c'est pourquoi c'est approximativement à cause de cette approximité qui est ici. Ça, c'est la proximité. Ensuite, si je fais 102 moins 100 ou plus 100 divisé par 2, j'obtiens 101. Ok, donc 202 divisé par 2, 101. Wissam, Oui, je peux t'interrompre 2 petites secondes? bien sûr. Pourquoi il y a la 4,5 plus et là en bas c'est 2,8 moins? Voilà. Parce que ce qu'on cherche à définir, c'est la différence entre C'est bon, c'est bon. l'un et l'autre. Et la différence, il faut faire le même calcul et après se soustraire, non? Peut-être pas, non. Mais Quoique je non, crois que c'est d'ailleurs. parce que dans le premier, on fait 100 moins un nombre inférieur à 100, et dans le deuxième, on fait On fait 102. 100 Donc c'est. moins. Ah ouais, non, 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 je dis Là la merde. aussi, Non, je dis non, non, n'importe quoi. là aussi c'est moins, ouais. Alors, vous l'avez fait le calcul? Celui-là, non, mais je vais faire. Si on fait donc 2,8 moins divisé par 10, J'ai fait la même calcul avec plus, on obtient 3. sauf que 2,8 là, plus. regardez, on a démarré avec 102, là on finit avec un moins gros taux, on finit avec un prix moindre, et ici on finit avec un prix supérieur à l'action. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Là en fait on l'a soustrait parce que cette opération-là va finir avec un taux inférieur. Attendez, je vais vous dire exactement ce que j'ai dans Un le peu inférieur à quoi? un taux inférieur entre le début et l'arrivée, puisque c'est sur 10 ans et qu'il y a une prise de risque. Ok. Et que, alors, il y a une différence quand le prix est au-dessus de 100 et au-dessous de 100. Ça, je vais vous le redire tout à l'heure. Elle est au-dessus de la paire, donc de 100. Donc elle est surcotée, considérée comme surcotée. La paire, c'est 100%. Ok, ça, c'est la paire. Là, les 100%, c'est la totalité qui sera remboursée. Vu qu'ici, on va rembourser 98,5, alors on fait une addition. Vu qu'ici, on va rembourser plus que les 100, alors on fait une soustraction, tout simplement. Vous y êtes ou pas du tout? Oui. Oui.
Donc, Moins de quand 100, on c'est est, plus de 100, c'est moins. tout simplement, 100, c'est 100%, c'est ce qui va être remboursé. Quand on est au-dessous de 100, on doit faire plus. Quand on est au-dessus de 100, on doit faire moins. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un taux diminué et ici, on va avoir un taux augmenté. Ce qui veut dire que ça va augmenter l'écart, donc la prime, entre la rémunération de l'un et la rémunération de l'autre. Donc, on a 2,2 d'écart. Est-ce que c'est plus clair là, du coup, maintenant qu'on a décortiqué? Et je pense que je vais vous le présenter différemment, cet exercice. Ouais, c'est plus clair, mais je pense, ouais, de mon côté aussi, je Ouais. vais faire un peu pour être sûr de bien Ouais, comprendre. il faudrait que je vous le présente différemment avec une autre présentation. Bah, Le truc, c'est que c'est pas dans le cours. on pourrait pas faire avec des vraies obligations qui sont sur le palmarès, par exemple? Euh, Oui, on pourrait, oui, oui. Bah, c'est ce que vous devrez faire, de toute façon, pour l'exercice. Mm. Mais oui, oui, il faudra le faire, ouais. Donc, Zéphirin, si on va au C 3.2, 2.3 et 2.4, donc 2.4 du coup, ici on vous dit donc les spécificités en termes de risque, de rentabilité de la gestion obligataire sont clairement identifiées. Donc vous devez parler de la sensibilité, de la duration et du rendement actuariel. Donc le rendement actuariel, vous y échapperez pas. La section des obligations est réalisée sur la base de leur potentiel de création de valeur, performance sectorielle, prévision macroéconomique et potentiel spécifique de chaque titre, ou de chaque titre que vous aurez présenté. Et enfin, le candidat tient compte de la notation des différentes obligations par Standard & Poor's, Fitch, dont parlait Benjamin, et Moody's. Donc pareil, il faudra pouvoir démontrer que vous êtes allé chercher ces trois notations et que vous avez pu les comparer. Donc effectivement, on revient sur la logique de rendement actuariel. Et là, je reviens du coup sur l'autre avec le rendement actuariel. Hop, 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 rendement actuariel. Donc, c'était bien l'exercice que je vous ai donné avec le fameux rendement actuariel. Hop, et hop. OK, donc là, on a le spread de crédit. C'est le rendement actuariel de l'obligation A, qui est approximativement 2. Et donc là, vous tombez sur 4,8. Donc, on ne parle pas de spread de crédit, c'est en plus, mais on parle bien de rendement actuariel dont le calcul se fait ici. Okay. Et donc, je vais vous faire une autre présentation plus, euh, plus, euh, plus digeste, si je puis dire. Allez, du coup, je vais travailler sur ce sujet, comme ça, je peux vous rendre quelque chose de complet. Et on a retenu que c'était que ces éléments-là qui étaient demandés. Donc, à partir du moment où vous faites votre calcul une fois, on le vérifie, il est juste, on passe à autre chose. Ok, ce sera pas quelque chose à refaire. Je vous rassure, moi-même, ça, honnêtement, je connais pas. Et comme je vous l'ai toujours dit, et je l'ai pas caché, l'obligation, c'est pas notre domaine, quoi. Nous, on est on est sur les marchés traditionnels, enfin les actions, là où il y a de la prise de risque. On n'est pas sur de l'obligataire, mais pourquoi pas, grâce à cette formation, intégrer de l'obligataire et peut-être y revenir quand les taux seront remontés, parce que on est loin là quand même. Voilà, là, ce qui nous reste, franchement, c'est peanuts, ça. Module 5, suivi des marchés. Donc là, on va mettre en œuvre une veille, une veille en route, déterminer un indice de référence en lien avec les marchés qu'on a travaillés. Donc, ce sera le benchmark, utiliser des outils d'analyse technique, effectuer un placement au moment le plus opportun et, putain, ce téléphone. Et OK, et modifier le portefeuille selon l'évolution de la conjoncture. Donc ça, franchement, ça va. Ce sera un petit peu technique, donc ça devrait vous plaire. Et puis on finit avec le 6, la déontologie. Donc là, on est vraiment sur la théorie pure. Connaître et appliquer les règles de déontologie liées aux investissements boursiers. Élaborer un questionnaire réglementé. MIFD 2, on l'a déjà vu. KYC, on l'a déjà vu aussi. Évaluer les connaissances financières d'un client. Établir et analyser un profil de risque client et proposer une gamme de produits financiers adaptés. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on aura à faire en fin de cycle quand on aura tout travaillé. Et franchement, là, ça sera du plaisir, quoi, du bonheur. Et à la fin, vous avez le glossaire que je vous ai déjà envoyé. On se revoit, on se reparle lundi soir. Et puis, je pense que mardi, on se refera un travail, enfin, on refera un travail qu'on avait fait mardi d'avant, vous savez, où on reprend un peu les exercices. D'ici là, vous m'aurez envoyé quelques dossiers. Donc, et là, par contre, comme je vous disais, je vais avoir un peu de temps pour les feuilleter avant qu'on fasse les réunions. Allez, bonne soirée tout le monde. Allez, C'était bonne un soirée, salut. plaisir. Bonne Heureux d'avoir soirée, passé ciao, du ciao. temps.